attention, les plafonds sont un peu bas. Aujourd'hui, nous descendons faire un tour dans la caverne de Platon. Mais avant, je vous pose une petite devinette. D'après vous, quel bruit fait un arbre en tombant s'il n'y a personne pour l'entendre? Je vous laisse réfléchir quelques secondes à cette étrange question et nous y revenons tout de suite après. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne. Je m'appelle Christophe Carré. J'exerce l'activité de médiateur professionnel, d'auteur et de conférencier. Si vous êtes présentement sur le lecteur YouTube, je vous rappelle que vous avez la possibilité de vous abonner. Vous serez tenu informé des prochaines vidéos qui sont en cours de réalisation et qui seront prochainement publiées. Pensez aussi à mettre un petit j'aime si vous avez apprécié cette vidéo. Vos commentaires sont naturellement également les bienvenus. Alors à votre avis, l'arbre qui tombe, quel bruit fait-il si nul n'est présent sur les lieux pour le voir et pour l'entendre? Est-ce que vous répondez le même bruit que si quelqu'un était là pendant sa chute? Eh bien, je suis désolé de vous contrarier, mais je pense que vous vous trompez. L'arbre qui tombe ne fait aucun bruit. Pourquoi? Parce que dans sa chute, il déplace des molécules d'air, c'est vrai. Ces molécules provoquent effectivement des vibrations sonores, c'est encore vrai. Mais ces vibrations ont besoin d'oreilles et de tympans et d'une structure nerveuse pour être perçues. Aussi étrange que cela puisse vous paraître, s'il n'y a personne, aucune oreille pour entendre le bruit de l'arbre qui tombe, l'arbre est parfaitement silencieux. Il appartient au monde des événements. On pourrait multiplier les observations de ce genre. La lumière ne brille pas dans le noir quand aucune rétine n'est présente pour percevoir les faisceaux lumineux après leur traversée de la cornée, de la pupille et du cristallin. Dans le même ordre d'idées, le sucre n'a absolument aucun goût si aucune papille ne lui donne sa saveur. Voyez-vous, ce que nous percevons est la conséquence d'une interaction entre les objets du monde silencieux et notre système nerveux. Si nous ne sommes pas présents sur le terrain, vivants et conscients, les choses n'existent pas tout simplement. C'est vous-même qui faites le monde autour de vous. Quel rapport avec la caverne de Platon? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Dans le livre 7 de la République, le philosophe grec Platon décrit des prisonniers enchaînés au sol, depuis qu'ils sont tout petits. Ils sont contre un mur de plus de 2 mètres de hauteur et l'histoire se passe dans une grotte souterraine. Ces hommes n'ont jamais vu la lumière du jour. Ils tournent le dos à l'entrée de la caverne qui se trouve elle-même derrière le mur. Leurs jambes et leurs nuques sont prises dans des liens et ils ne perçoivent de l'extérieur que la lumière d'un feu placé en hauteur qui brûle derrière eux. Entre la lumière du feu et la muraille de la grotte vers laquelle ils regardent, des gens dissimulés derrière le mur, placés donc derrière eux, agitent au bout d'un bâton des statuettes en bois représentant des personnages et des animaux. Un peu comme le feraient des monteurs de marionnettes. Les statuettes dépassent du mur et leurs ombres sont portées sur la muraille par la lumière du feu. Et c'est grâce à ces informations visuelles et aux bribes de conversation qui leur parviennent de l'extérieur que les malheureux prisonniers interprètent ce qui les entoure et qu'ils donnent un sens à leur environnement. C'est leur façon de voir le monde, de leur point de vue, avec le peu d'éléments d'information dont ils disposent. Imaginons maintenant qu'un de ces prisonniers parvienne à se détacher et qu'il sorte à l'extérieur de la caverne. On peut facilement imaginer que ses bras et ses jambes sont endoloris, que chacun de ses gestes le fait souffrir à cause des liens serrés qui ont laissé des traces profondes dans sa chair. Et puis, il est aveuglé par la lumière du soleil, par la lumière du jour, car ses yeux ne sont habitués qu'à la pénombre. Alors, il est totalement incapable de distinguer les choses. Si une personne présente à l'extérieur, à côté de lui, dit au prisonnier qu'il n'a vu que des ombres sur la muraille, qu'il a vécu depuis toutes ces années en dehors de la réalité,
Il sera sûrement complètement déboussolé, ce prisonnier. Il pensera même que ce qu'il a vu avant dans la caverne est plus vrai que ce qu'on lui montre à présent. Si on le force à tourner les yeux vers la lumière, sans doute la fuira-t-il pour éviter la douleur et s'en retournera-t-il dans la grotte vers des choses qu'il est capable de distinguer, en considérant d'ailleurs ces choses comme plus réelles que celles qu'il voit à l'extérieur. Mais si ce prisonnier affranchi passe le cap de la rupture avec ses anciennes chimères, s'il accepte la connaissance de la réalité, des couleurs, de la conception en 3 dimensions, lui qui n'a connu qu'un monde plat, s'il devient conscient de ses erreurs de perception et de ses fausses représentations, s'il modifie ses modes de perception et qu'il retourne auprès de ses congénères pour leur faire part de ses découvertes et leur transmettre ses connaissances, à votre avis, que va-t-il se passer? Eh bien, à coup sûr, les prisonniers restés à l'intérieur de la caverne vont le prendre pour un fou. Ils ne pourront pas l'entendre parce qu'ils sont convaincus que leurs représentations du monde sont le monde. En réalité, ils sont totalement incapables d'accéder à la conscience de ce qui les détermine. Alors on peut imaginer qu'ils entreront en conflit avec le prisonnier libéré et qu'ils poursuivront leur existence dans un monde d'ombre, d'échos, d'illusions, car c'est leur condition de prisonnier. Ils n'ont pas accès au monde visible, ils n'ont pas accès à ce qui se joue derrière le mur et par conséquent, ils ne peuvent connaître l'extérieur de la caverne pour sortir de l'ignorance. Alors, la question que je vous pose maintenant va peut-être vous surprendre, sans doute, mais je la pose quand même. Et si notre condition humaine nous plaçait dans la même situation que ces prisonniers ignorants? Et si nous étions convaincus d'une réalité dénaturée? Il nous arrive, sans que nous en ayons conscience, d'initier des phénomènes qui ont pour effet de nous faire perdre contact avec le réel et avec notre vraie nature. Et ces phénomènes jouent contre nous. En voici quelques-uns que je pioche au hasard. Les pièges de l'esprit, les raccourcis mentaux, les rails émotionnels, les schémas toxiques qui se répètent à longueur de temps et dont on n'arrive pas à se défaire, les fausses représentations, les conditionnements culturels, les croyances contraignantes. Comme ces prisonniers, nous sommes victimes des ombres et des échos de notre propre enfermement, de notre caverne cérébrale, de nos illusions sensorielles et du confort de nos habitudes et de nos automatismes. Une sortie de la caverne nous amène à comprendre comment fonctionne notre esprit, à changer nos représentations des choses et elle nous permet d'accéder à la connaissance d'une réalité intelligible, plus proche des événements que celle des ombres projetées sur la muraille. Bien sûr, les changements et les remises en question que cela occasionne sont très douloureux, mais ils sont des passages obligés pour sortir de l'ignorance et accéder à la pleine conscience. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci pour votre attention et bon vent. À très bientôt.